Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui on déménage, on est en direct de Station F. Et aujourd'hui, je vois le coq, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Mais je vois le coq sur le pull de mon invité. Comment vas-tu, Clara? Très bien, merci. Et toi? Ben super, grande forme? Grande forme. Et puis t'as commencé par ça, donc je te laisserai le coq en partant. Oh Bon, petit spoiler. Je vais pas te présenter, c'est toi qui vas le faire, mais on va pas forcément parler d'argent. On va parler de deux choses. On va parler des prochaines générations et peut-être de certaines minorités comme les femmes qui ont besoin justement qu'elles soient mieux représentées. Évidemment, c'est un homme qui parle, donc c'est facile, mais j'ai ma part de travail. J'ai une première question à te poser avant que tu me présentes ce que tu fais. Est-ce qu'on peut dire... Je pense que je suis plutôt un pont entre deux chaises. Oh, c'est très très beau. Bon, allez, présente-toi, raconte-moi pourquoi un pont. Pourquoi un pont? C'est finalement l'ADN de la mission French Tech. Donc beaucoup de personnes qui nous écoutent connaissent, je pense, maintenant ce nom French Tech, cette histoire de petit coq rouge, de vraiment mettre le feu des projecteurs sur l'entrepreneuriat technologique en France. Mhm. Mais peut-être que ce dont certains n'ont pas forcément encore pris complètement conscience, en tout cas moi j'en avais pas pris conscience quand j'étais de l'autre côté du pont, côté start-up, c'est que derrière ce coq, il y a une administration du ministère de l'économie qui s'appelle la mission French Tech, c'est celle que je dirige aujourd'hui, et qui a un seul but, aider les entrepreneurs à pouvoir se lancer, à pouvoir se déployer et à faire en sorte qu'ici en France, on puisse être le pays où lancer des boîtes tech. Et on l'est quand même. Enfin, je veux dire, on a un écosystème. Je connais pas une personne dans l'entrepreneuriat qui est pas fan du gouvernement et même de tout ce qu'a mis Macron en place à ce niveau-là. On n'est pas là pour faire de la politique, mais pour revenir là-dessus, qu'est-ce que la mission French Tech fait à part l'argent? Parce que l'argent, je pense qu'on en parle tout le temps des levées de fonds. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Justement, on fait un peu tout le reste d'un point de vue de l'État. Alors, tout le reste, ça veut dire quoi? Tu es entrepreneur toi-même, tu as peut-être déjà eu affaire avec certains services administratifs, l'URSSAF, les douanes, les impôts, ce genre Je de connais, services les points gouffres, qu'on quoi. aime, qui nous apportent beaucoup, mais sont parfois compliqués à naviguer. L'idée de la mission French Tech depuis le début, donc il y a 10 ans, 2013, il faut se remettre un peu dans l'esprit, 2013, il n'y a pas beaucoup de startups techno en France, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément bien vu, mais il y a une conviction: comment est-ce que l'État peut aider, peut accompagner ces entrepreneurs et vraiment travailler ensemble pour faire grandir l'écosystème, ce mot qui veut un peu tout et rien dire, mais qui veut dire quoi en fait, comment on travaille ensemble. Et donc qu'est-ce qu'on fait nous à la mission French Tech? On aide les entrepreneurs à pouvoir faciliter toutes leurs démarches administratives, à pouvoir être appuyés à se connecter à des réseaux qui sont des réseaux de proximité. On pense Station F, on est ici à Paris, mais la French Tech, c'est partout. C'est la French Tech Lyon, c'est la French Tech Marseille, c'est la French Tech Boston, la French Tech Bangkok. C'est ce réseau absolument incroyable qui nous est envié dans le monde entier, qui est toujours une porte ouverte, une main tendue, finalement pouvoir trouver de l'aide pour accélérer. On est un des rares pays à avoir ces hubs dans plein d'autres pays. On est le seul. En fait, Okay. cette idée de créer une administration au service des entrepreneurs, elle est unique. Et je pense qu'on peut en être très fier. Je peux d'autant plus le dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Mais tu l'as dit riche. Il y a 10 ans, je n'étais pas dans ce poste. Mais il y avait cette conviction de se dire, on a des enjeux technologiques qui sont énormes. On a des talents français qui nous sont enviés dans le monde entier. On le voit d'autant plus aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je suis sûre qu'on y reviendra. Bah oui, Google qui a choisi Paris pour lancer son nouveau centre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis surtout, des anciens de Google, de DeepMind, de OpenAI, de Meta qui se lancent aujourd'hui pour créer leur start-up en France. Ça fait encore plus plaisir. Quand on voit Mistral AI, quand on voit Dust, quand on voit ce genre d'entreprise holistique dont on parle beaucoup en ce moment, qui décide non seulement après avoir eu cette expérience des GAFAM de se lancer, mais de se lancer ici à Paris, c'est, je crois, un peu un symbole que ce qu'on fait depuis 10 ans, ça marche. En tout cas, il est de plus en plus facile de pouvoir entreprendre en France. 77% des entrepreneurs qu'on sonde disent qu'il est facile ou très facile de se lancer ici. Moi j'ai une autre stat qui est encore plus ouf, je trouve, c'est... En France, on a je sais plus le nombre du coup, le chiffre, mais le plus gros chiffre de création d'entreprise par habitant en Europe, on est numéro 2, je crois. C'est énorme.
C'est énorme et je crois que c'est parce qu'on s'est donné les moyens de réussir. On s'est donné les moyens via la BPI, tu parlais de financement, qui a aussi été créé en 2013 et qui a apporté un soutien exceptionnel aux entrepreneurs en direct, mais aussi à tout l'écosystème de financement. On s'est donné les moyens via des politiques publiques très ambitieuses sur le financement, sans rentrer dans le jargon, mais le fait d'avoir pu attirer des capitaux vers les fonds de capital risque via des initiatives comme Tibi, ça a été quelque chose de très structurant pour l'écosystème. On s'est donné les moyens via les talents, un énorme travail, on parlait d'intelligence artificielle, depuis 2018, le plan intelligence artificielle va pouvoir aller chercher les talents, créer avec les universités les meilleurs masters au monde, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, on a des gens qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie de se lancer et qui ont envie de le faire ici dans notre pays. Ouais, on attire, tu ou vous, en tout cas à la mission French Tech, mais vous délivrez aussi des passeports pour les étrangers pour que justement ils puissent venir entreprendre Ça fait ici. partie des politiques publiques qui ont été mises en place, ce French Tech Visa, l'idée de se dire on a plein de talents, c'est super, mais on a aussi besoin de gens qui ont vu d'autres choses à l'international, qui ont eu des expériences complémentaires, parce que, et je pense que c'est quelque chose qui a été bien compris par nos entrepreneurs, si on veut créer des géants de la technologie, il faut aller très vite à l'international. Aujourd'hui, 40% du chiffre d'affaires des French Tech 120, Next 40, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ces startups les plus développées d'un point de vue économique est fait à l'international. Et pour aller à l'international, c'est mieux d'avoir des personnes qui ont eu ce genre de parcours. C'est ça la logique du French Tech Visa. Donc voilà ce qu'on fait. On est ici à Station F, une petite quarantaine de personnes qui agissent sur l'attractivité, faire rayonner notre coq rouge, qui agissent sur la création de ce réseau. Donc faire en sorte que ce coq il soit partout en France, mais aussi à l'international. Il y a plus de 100 communautés French Tech partout dans le monde et qui accompagne, qui facilite, qui est vraiment là pour que les entrepreneurs puissent se concentrer sur leur business et qu'on puisse faciliter tous les enjeux qu'ils peuvent avoir avec l'État. Notre temps est imparti et je vais être timekeeper, enfin je vais essayer d'être bon là-dessus. Juste avant de rentrer dans deux sujets qui sont très importants, les femmes et la jeunesse, j'ai envie de savoir d'où toi tu viens. Qu'est-ce que tu faisais du coup allez, spoiler, tu as vécu à l'étranger. Donc voilà, raconte-moi très rapidement comment tu as atterri en fait à la mission French Tech. C'est là où en fait je trouve que l'histoire du pont dont on parlait tout à l'heure est très intéressante parce que cette administration, donc, qui fait partie du ministère de l'économie, est dirigée par quelqu'un comme moi qui a fait toute sa carrière dans le privé, dans des startups. Et je pense que ça nous permet d'avoir à la fois un contact très terrain, une compréhension des enjeux et de faire remonter ces enjeux au bon endroit dans l'État pour pouvoir créer des dispositifs dont on a parlé, le French Tech Visa, les politiques de financement, etc. Comprendre les deux parties en fait. Exactement. Et avoir une capacité à comprendre les entrepreneurs, parce qu'une partie de l'équipe vient de là, comme moi, et puis une capacité à naviguer l'État. Une autre partie de l'équipe vient du secteur public, à travailler dans différentes parties du ministère, et c'est ce pont qui, je crois, aujourd'hui crée toute la puissance de cette administration. Donc souvent on se dit mais qu'est-ce qu'elle est venue faire là ici, celle-là qui a passé 10 ans dans des startups, en effet beaucoup à l'étranger. C'était vraiment cette conviction de se dire toute l'expérience que j'ai construite, si je peux la mettre au service de quelque chose qui est bien plus grand que le succès d'une boîte, vu qu'il s'agit du succès de toute la French Tech, de la France entière, c'est quand même assez exceptionnel, c'est une expérience unique au monde. Et je pense que je peux d'autant plus le faire que, comme tu le disais, j'ai vu l'expérience entrepreneuriale dans le monde entier. J'étais pendant presque 5 ans en Asie du Sud-Est dans une entreprise qui est l'équivalent de Zalando en Asie du Sud-Est, qui s'appelait Zalora. Donc on a monté toute cette start-up là-bas, d'abord à Bangkok, puis à Singapour, des années où tout était à construire. On est sur des marchés où il n'y a pas de paiement en ligne. Donc pour faire du e-commerce, il va falloir... Parce que c'est drôle, j'ai l'impression que l'Asie était beaucoup plus QR code, Apple Pay, bien en sûr, avance mais on de est nous, un non petit peu avant, je suis un peu plus vieille que toi. Je ne demande pas d'âge, moi tu me parles pas d'âge, voilà. Donc on arrive en Thaïlande, on va créer cette entreprise, on a cette forte ambition, puis on se rend compte assez vite que sur les 60 millions de personnes qui habitent en Thaïlande, seulement 6 millions ont une carte de crédit. Ok. Donc et sur ces 6 millions, seulement un dixième d'entre eux peuvent payer en ligne. Donc il faut tout réinventer. Et bien sûr, c'est ça, je trouve, qui a été exceptionnel dans cette expérience, c'est que j'ai assisté en tant qu'actrice de cet écosystème local à un saut en avant d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'on est parti de marchés où tout était inventé à
quelques années seulement après, des marchés où tout se faisait via C'est son normalisé, portable, quoi. le paiement mobile bien plus rapide en pénétration que finalement ce qu'on aurait pu voir en Europe ou aux États-Unis Et accessible à au tous, même moment. j'ai l'impression. Accessible à tous aussi. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps dans la région sur des projets à grande ambition, très entrepreneuriaux où il fallait un peu tout inventer. Et puis ensuite, j'ai continué mon petit bout de chemin. J'étais quelques années aux États-Unis, puis j'étais au Royaume-Uni. Et je suis rentrée en France en 2019 pour rejoindre Vestiaire Collective, qui est une des startups du French Tech 120 Next 40, dont on parlait à l'instant, avec ce mandat de relancer la croissance dans l'entreprise. 3 années un peu folles où il fallait un peu se réinventer. Je crois que c'est quelque chose qui est un fil rouge dans mon parcours, l'envie de se réinventer, l'envie de pouvoir relancer ou lancer des projets. Et c'est pour ça qu'après 3 ans de cette aventure Vestiaire Collective, j'ai fait ce grand saut dans le public. Bon, je glisse ça comme ça parce que Vestiaire Collective est quand même une superbe boîte et une superbe success story française. Si tu veux me faire une intro, car ça fait un bout de temps que je les source, mais je le dis souvent, et quand je commence le podcast en disant « la résilience paye », c'est qu'en général, ce sont des invités que j'ai eus après de longues années, donc je ne lâcherai pas. Pour revenir à juste une petite chose, Clara, est-ce que c'est du give back ou du give first ? J'aimerais comprendre une chose, c'est... tu m'as laissé sous-entendre, si j'ai bien lu entre les lignes, qu'à la fin de ton aventure entrepreneuriale et après Vestiaire Collective, tu as voulu toi aussi redonner ou donner des choses dont toi tu n'as pas eu. Déjà, est-ce que c'est redonner ou est-ce que c'est donner quelque chose que tu n'as pas eu? Et surtout, de quoi tu as manqué à l'époque qu'aujourd'hui des entrepreneurs peuvent avoir? Give back à 3000%, je pense qu'on ne prend pas conscience toujours de l'immense effort et l'immense énergie qui est déployée au sein de l'État tout entier. Là, on parle de la mission French Tech, cette administration du ministère de l'économie, mais c'est des sujets qui sont extrêmement interministériels, où on est soutenu de partout. Et c'est vrai que quand on est dans une entreprise, dans son quotidien, à la recherche de ses clients, à la recherche d'une accélération, peut-être on ne voit pas toujours ce qui est fait derrière. Et c'est exceptionnel, tu parlais de l'international et est-ce que ça existe et non, ça n'existe pas. Un soutien pareil du gouvernement envers les entrepreneurs, une conviction que ces entrepreneurs vont non seulement apporter les technologies dont on a besoin. Aujourd'hui, environ 60% des Français et Françaises utilisent les services du French Tech 120 Next 40 régulièrement. Donc on n'est pas sur de l'innovation niche, on est sur de l'innovation dont tout le monde a besoin, qui crée des emplois. Plus d'1,1 million de personnes travaillent de façon directe ou indirecte dans les startups. Un gouvernement qui soutient cette conviction depuis le début et qui met en place des actions très concrètes sur le financement, sur le support que nous, on peut donner à la mission French Tech pour ces entrepreneurs, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est que de la tech ? On parle de mission French Tech, mais je pense à des entrepreneurs qui demain veulent faire des métiers que j'appelle non scalables, donc vraiment antinomiques avec la Startup Nation. Des agences, quelque chose basé sur l'humain. Est-ce qu'on pourrait bénéficier des services de la French Tech ? Alors, nous, la French Tech, la mission French Tech, on a pour mission d'accompagner les entrepreneurs de la French Tech, donc de la tech. Après, je pense qu'il faut sans cesse se rappeler que la technologie, c'est pas seulement les startups du numérique, celles qui sont rentrées dans nos téléphones, les Blablacar pour utiliser du covoiturage, les back market pour acheter un téléphone reconditionné. Il y a aussi énormément de startups technologiques de la French Tech qui créent des innovations de rupture, souvent industrielles. On a lancé un programme qui s'appelle le French Tech 2030 en juin dernier, partenariat avec la BPI et le Secrétariat général pour l'investissement. J'y reviendrai éventuellement. Ce programme, c'est des startups dans le domaine de la santé, dans le domaine du quantique. Peut-être tu connais Pascal ou Alice and Bob. On est très reconnus pour le domaine. J'étais VC à l'époque de Alice and Bob. Je vois très très bien. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi de la transition énergétique. Toutes ces startups qui travaillent sur ces sujets sont parfois des startups du numérique, mais sont aussi et assez souvent des startups industrielles. Et c'est ça la French Tech aujourd'hui, c'est créer des innovations dont on a besoin pour s'attaquer aux plus gros sujets de société, avec des innovations technologiques qui peuvent être digitales, qui peuvent être industrielles, mais qui vont toucher à toutes ces technologies d'innovation de rupture. Very clear. Ces deux sujets, ça y est, on y vient. Je vais commencer par les femmes. Je vais te poser une première question. Est-ce que, en tant que média, c'est ma responsabilité d'inspirer les femmes, sachant que, je le rappelle, notre mission, c'est d'inspirer le plus grand nombre à pouvoir se lancer et devenir entrepreneur, avec un E ou sans E. Inspirer, mais aussi représenter.
Je pense que trop souvent, on prend la voie un peu facile de on a mis que des hommes sur cette table ronde, ou on a mis que des hommes sur cette visite X ou Y, ou sur ce podcast, parce que il y a plus d'hommes dans la tech. Oui, mais ça, en fait, c'est un peu facile. Je pense qu'il est de notre responsabilité collective, toi en tant que média, nous en tant qu'administration, Station F en tant qu'incubateur qui organise un certain nombre d'événements, toujours faire cet effort, de montrer, de rendre visible que les femmes sont là dans la tech. Parce que certes, elles ne sont pas là en nombre autant que les hommes aujourd'hui, et c'est un problème sur lequel il faut travailler, mais elles sont là. Et je pense que si on peut collectivement les montrer un peu plus, montrer ces femmes qui ont réussi, montrer Rachel de Sweep, qui était sur ton podcast, c'est ce que j'allais dire. Tu parlais de Vestiaire Collectif, Fanny et Sophie, les 2 cofondatrices. Toutes ces femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, ont réussi. Et qui n'ont qu'une envie, en tout cas pour avoir rencontré Rachel, mais c'est de redonner, comme tu viens de le dire, d'inspirer d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est une vraie responsabilité parce que, bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut d'autres actions. Mais montrer que c'est possible, aider les femmes à se projeter, à se dire, tiens, moi aussi, je peux me lancer. Je pense que c'est le premier pas. C'est peut-être un de ceux qui est le plus important. Et là-dessus, il ne faut pas tomber dans la facilité et ne pas faire cet effort d'aller mettre en lumière ces parcours exceptionnels. Déjà, je fais cet effort, mais je vais aller plus loin. Parité ou pas ? Est-ce que je dois faire ce quota discriminatif mais qui... Enfin, je te laisse répondre. Tout à fait. Je pense que tu dois et je pense que tu y arriveras. Et nous, on peut t'aider à te mettre en lumière du programme French Tech 2030 dont je parlais tout à l'heure sur l'innovation de rupture. On a plus de 30% de femmes CEO. Incroyable. Donc, on a des femmes exceptionnelles. Je pense à Emily de My Job Glasses qui a une solution pour aider les jeunes, on y reviendra, et les moins jeunes d'ailleurs, à se projeter dans ce que c'est qu'un métier dans la technologie. Incroyable. On a des femmes comme Marion de Qubit Pharmaceutical qui utilise et le quantique et l'intelligence artificielle appliquée à la biotech. On a ces femmes qui, je pense, ont beaucoup de choses à raconter. Et il faut les mettre en lumière, il faut y aller. Nous, on s'est donné une petite règle à la mission French Tech. Alors, on n'est pas encore à 50%, mais c'est mon objectif pour l'année prochaine, peut-être, je l'espère, c'est de refuser toute prise de parole où on n'a pas au moins 40% de femmes. C'est-à-dire que les tables rondes où on a 5, 6, 7, 8 hommes, on n'y va plus. On aide à pouvoir mettre en avant des profils différents. Cool. Et puis, on parle beaucoup des femmes, mais c'est une question en général, cette question de la diversité qui dépasse même le sujet des femmes. Dans la politique, dans n'importe quelle thématique. Je me mouille, mais si je pose la question, c'est qu'évidemment, je m'engage et qu'il y aura une parité. Et s'il n'y a pas de parité, c'est qu'il y a trop de femmes dans mon podcast à la fin de la saison. Très bien. Ce qui est un bon problème. J'ai quand même envie que tu nous donnes 2-3 chiffres. On s'était rencontrés à Vivatech. Il y avait notamment ce rapport, je crois que c'était Sista et BCG, c'est ça, qui était assez affolant. Je vais recevoir Éléonore de Pigment, ou Pigment. Elle le sait pas, mais son PR le sait. Raconte-moi un petit... Si je parle d'Éléonore, c'est parce que c'était la seule cofondatrice d'une société, donc la seule femme qui a cofondé une des 40 sociétés du Next 40. Je crois que dans le FT 120, il y en a un peu plus, mais ouais, c'est quoi les chiffres qui sont affolants ? Est-ce qu'on est beaucoup moins bien lotis dans la tech que, par exemple, vu que c'est aussi ton autre écosystème, la politique ? Voilà. On a aujourd'hui 9% d'équipes 100% féminines dans les fondatrices des startups. Et ces 9% d'équipes 100% féminines, là où le bas blesse encore plus, c'est qu'elles ne captent que 2 à 3% des fonds levés en valeur. Okay. Et c'est là, je crois, toute... 100% féminine, hein, excuse-moi, je m'arrête dessus. Oui. Ok, d'accord. Tu trouves ça beaucoup ? Ça reste très peu, ça veut dire quand même que 91% sont soit mixtes, soit 100% masculines. Ouais, et en fait, 75% sont 100% masculines. Ouais, c'est plus ça le chiffre qui est et le reste, c'est des Parce que j'allais te dire, en fait, les équipes mixtes, même de base, je trouvais qu'elles n'étaient pas en grand nombre. Donc quand tu me dis full... moins d'un quart sont mixtes ou 100% féminines. Mais du coup, cette question du financement capté par les équipes 100% féminines, mais je crois tout l'exergue de ce problème, c'est que non seulement on a peu de femmes qui se lancent, mais en plus, quand elles se lancent, elles peinent à lever des fonds. Or, il y a plein de modèles.
pour développer une société technologique. Il y a des entreprises qui sont bootstrappées, qui arrivent à faire des parcours exceptionnels, donc sans levée de fonds. Mais surtout sur les technologies dont on parlait, les technologies de rupture où il faut plusieurs années de recherche et développement, les technologies industrielles où il va falloir créer une usine avant de commercialiser. Tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et donc, pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Et donc, il faut lever des fonds. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises technologiques où on peut difficilement couper à la levée de fonds. Et si ces femmes qui se lancent peinent à lever des fonds et à capter une partie de cette valeur, forcément, ça crée tout l'effet que tu mentionnais, où ensuite, quand on regarde les 40 startups les plus développées d'un point de vue économique, le Next 40, on a une seule femme CEO, c'est Eleonore. Il faut changer ça. Je pense qu'on veut changer ça. Je pense que le temps où les gens ne se souciaient pas de ce problème, il est complètement révolu. On a fait une étude dans le cadre des 10 ans de la French Tech, en l'année 2023. Et plus de 80% des entrepreneurs, des dirigeants et des dirigeantes qu'on a sondés nous ont dit aujourd'hui, la parité, c'est un enjeu stratégique pour notre entreprise. C'est pas un nice to have, c'est pas quelque chose, c'est un enjeu stratégique. On l'a vu d'ailleurs quand on a créé avec les dirigeants du French Tech 120 Next 40 le pacte parité. Le pacte parité, c'est quoi? C'était l'idée de se dire, mettons-nous tous ensemble dans une salle et on va réfléchir à qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que très concrètement on peut faire de différent pour pouvoir attirer plus de femmes dans ces startups et puis surtout les faire grandir à des postes de responsabilité. Je vais poser une question horrible, mais pourquoi ils sont convaincus que... Tu as dit stratégiquement c'est important qu'il y ait des femmes et qu'il y ait une parité. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a besoin de femmes. Elle est horrible cette question, je sais. Je pense que plus personne aujourd'hui ne remet en question le principe fondamental que plus de diversité, c'est plus de performance. Donc, bien sûr, il y a une raison de société. Quelle est la société qu'on veut construire aujourd'hui? Et là, je pense qu'une grande majorité des gens ont envie de construire une société qui est paritaire, qui est diverse, qui permet de donner sa chance à chacun. L'entrepreneuriat, c'est un vrai moteur économique, c'est un moteur de création d'emplois, on en parlait tout à l'heure, de création de richesse, de pouvoir permettre d'ouvrir ce moteur à toutes et tous, je pense que c'est très important. Mais au-delà du projet de société, c'est aussi une question de performance. Une question de performance parce que plus de diversité, c'est-à-dire qu'on prend les meilleures décisions. Comme on prend les meilleures décisions, on va pouvoir avoir une meilleure trajectoire dans son entreprise et donc on va pouvoir aller plus loin. On parle de l'intelligence artificielle. Si on veut construire les géants de l'intelligence artificielle ici en France, on sait qu'on aura besoin de cette diversité pour construire les entreprises les plus diverses et donc les plus performantes. Moi, je suis convaincu, je te le dis, de la diversité. Après, c'est facile... Enfin, je parle même pas de parité, mais ayant des origines étrangères, je suis assez convaincu de tout ça. Mais tu penses sincèrement, là je te pose la question en tant que citoyenne, que même les citoyens de France sont convaincus par ça? La question c'est, est-ce qu'on doit aller faire de la sensibilisation sur l'intérêt de devoir être divers et d'avoir une parité? Ou est-ce que là on est juste sur l'étape de mettre des actions parce que tout le monde est déjà convaincu de l'enjeu? Je pense sincèrement qu'on est convaincu, en tout cas dans l'écosystème duquel je m'occupe, c'est une conviction partagée, c'est une envie d'accélérer, c'est une envie de trouver des solutions. Et donc le pacte parité, c'était ça, c'était se dire, on va revoir les processus de recrutement. On va faire attention, 80% à peu près des fiches de poste tombent dans ce travers, de peut-être pas chercher un développeur ou une secrétaire. Tu vois, ce genre de petits trucs qui sont peut-être un peu anodins, mais en fait pas du tout, parce qu'ils créent les biais, ils renforcent les biais et ils font qu'on en est là aujourd'hui. On va former les managers sur les questions justement de biais de genre. Le fait que peut-être la façon de s'exprimer dans un meeting à plusieurs d'une femme n'est pas tout à fait la même qu'un homme. Une fois qu'on y est sensible, on peut créer un environnement de travail qui est un peu différent. On va s'assurer que la représentativité, on en parlait dans les médias, c'est la même chose en entreprise. Quand dans une entreprise... Exactement. Quand dans une entreprise, les personnes qui prennent la parole, ne serait-ce qu'en interne, aux différents town halls, ces meetings où on rassemble toute l'entreprise, sont toujours des hommes. Forcément, on crée un biais. On crée un biais où les femmes ne se projettent pas dans des positions de management. Pareil dans les médias, quand ce sont toujours les hommes qui vont être porte-parole des entreprises, on crée un biais. Donc s'attaquer un peu à toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, on a ces déséquilibres. Et puis surtout, s'engager avec des objectifs très forts. Dans le pacte parité, il y a celui du conseil d'administration. Peut-être que certains connaissent la loi Copé-Zimmermann. Copé-Zimmermann, c'est une loi à l'époque où elle a été votée. Tout le monde se disait, mais on n'y arrivera jamais. 40% de femmes dans les conseils d'administration sur 10 ans. Aujourd'hui, la France a dépassé l'objectif.
Ouais. Ok. On a 42%. C'est Même dans exceptionnel. toutes les sociétés du CAC Alors, 40 c'est aussi. les sociétés cotées. La loi Ok. Copé-Zimmermann. Donc, exceptionnel, un rattrapage. Et je pense que peu de dirigeants d'entreprise aujourd'hui diraient encore oulala, mais ça va nous ralentir de devoir. Non, ça les accélère. Ça les accélère parce que ça amène de la diversité dans le conseil d'administration. Et bien, nos startups, quand elles ont signé et co-construit le pacte parité, elles se sont dit on ne va pas attendre d'être une société cotée. Parce qu'on a un écosystème innovant. On innove dans les solutions qu'on produit. Ça, c'est le pourquoi j'existe en tant que start-up. On parlait de covoiturage, on parlait de téléphones reconditionnés ou de start-up industrielles, les Insect, Innovafit sur les insectes par exemple. Mais on va aussi s'assurer qu'on est innovant et performant sur la manière dont on fait les choses. Et ça, c'est le pacte parité notamment, sur cet enjeu de la parité, de se dire, cet engagement de 40% de femmes dans les conseils d'administration, on ne va pas attendre que le gouvernement nous l'impose, on va se l'imposer à nous-mêmes. Et c'est ça, je crois, qui est très fort avec notre écosystème, c'est que ce partenariat public-privé permet de sans cesse avancer, se tirer vers le haut, et finalement de débloquer des situations dans lesquelles on peut, petit pas par petit pas, impulser un changement qui, je crois, est durable et en tout cas impactant. J'ai tellement envie de foncer dedans. Je te dis des questions que je t'aurais posées, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a des... Je voulais savoir déjà si toi, tu as vécu des discriminations ou moins de chance peut-être en tant qu'entrepreneur avec un E. Savoir aussi s'il y a des choses que tu as ramenées du privé et que tu as mis en place dans le public, parce qu'en effet, je trouve que dans le privé, si on voit un intérêt, on y va et on se lance. Mais on n'a pas le temps. Mes auditeurs me connaissent, je digresse beaucoup, sauf que là, je vais respecter ton temps à 100%. J'ai envie de parler des jeunes. J'aurais réussi si dans quelques années, on parle d'entrepreneuriat, donc réussi à l'échelle de mon podcast, si on parle d'entrepreneuriat au lycée. Et tout à l'heure, tu parlais donc de cette My Job Glasses, c'est ça c'est vrai en fait, j'avais aucune idée de ce qu'étaient les métiers, je ne savais pas ce qu'était un entrepreneur. J'ai envie de te poser cette question, déjà, c'était quoi un entrepreneur toi quand tu étais plus jeune? Parce que tu disais en 2013 que l'image de l'entrepreneur en France était très mal perçue. Et je sais pas, t'es pas ministre de l'éducation, mais est-ce que tu discutes avec tes confrères et consoeurs pour savoir si... comment est perçu l'entrepreneuriat chez eux et elles plus jeunes? Alors, je vais te faire une confidence. Vas-y. Donc, tu sais, il y a le stage de troisième, qui est un peu le premier pas dans la vie professionnelle. On voit un peu ce que c'est une entreprise, on touche un peu à ces métiers. Bon, j'ai fait mon stage de troisième dans une boutique de robes de mariée. Je l'ai fait à l'hôtel de Crillon, donc très stylé, mais dans les cuisines. Je ne suis pas cuistot et j'adore cuisiner pourtant. Mais ok. Bon voilà, on est deux bons exemples, je crois. Mais c'est une belle opportunité en vrai, mais ouais. D'à quel point on ne sait pas en fait quand on est jeune, en fonction de là où on a grandi, de ce qu'ont fait les gens autour de nous, et on se retrouve à faire cette première expérience un peu... là où on est attiré. Alors moi, avec mes bons gros clichés, une fille de 15 ans, paf, robe de mariée, hop, on y va. et en fait, je crois que c'est là où tout se joue. Okay. C'est là où tout se joue parce que si on peut, et on essaye de le faire à la mission French Tech en accueillant des stagiaires de 3e tous les ans, j'adore, à chaque fois ils nous disent « j'ai le meilleur stage de tout mon lycée ». Ah ouais, trop cool. C'est un mois ou une semaine? C'est une semaine, c'est très court, on essaie de leur montrer plein de choses. Mais je crois que c'est une responsabilité collective, encore une fois, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre très concret ces métiers qui parfois peuvent pas être très parlant pour un jeune. C'est quoi être développeur, c'est quoi être commercial, alors qu'au quotidien c'est très concret quand alors même. Que c'est très concret, c'est quoi la French Tech. Et alors nous on a fait un événement exceptionnel dans le cadre de nos 10 ans. Franchement, ça a donné une énergie de malade. On a rassemblé 300 jeunes des collèges et lycées autour de Paris qui sont venus à Bercy, donc au ministère de l'économie, pour rencontrer des startups. On avait 7 startups qui étaient là pour montrer leur métier. Celle dont je te parlais, My Job Glasses, était là, mais aussi Insect sur les protéines animales. Vraiment un panel, une startup dans le jeu vidéo, un panel très différent. Et c'était super parce que j'ai commencé un peu à leur présenter pourquoi ils étaient là, ce qu'on attendait un peu de la journée. Et bon, c'est des jeunes, au début, tu commences à parler, personne n'écoute rien, bien tout le monde est sur son portable. Et puis je leur ai dit, mais est-ce que certains d'entre vous connaissent Blablacar ? Et là,
hop, plein de mains levées. Ouais, Back moi, market. ma mère, back market. Et je disais, mais c'est ça une start-up en fait. Ah, ok. Bah, c'est l'idée de pouvoir rejoindre un projet où on va se dire que la technologie va pouvoir apporter un nouvel usage, un nouveau produit, une nouvelle technologie, et de participer à ça. Et en fait, le fait d'avoir cet échange, alors c'est à toute petite échelle, hein, on parle de 300 jeunes, mais de créer cette opportunité, de les confronter à des métiers très concrets, je pense qu'on peut changer les choses. Il y a deux choses, il y a concret et il y a impact, sauf que pour moi, le impact se rejoint dans le concret parce que quand tu as une action, je parle de la nouvelle génération, je me considère même pas dedans, je suis 94, génération Y, la dernière année. Je ne suis pas Gen Z, mais passons. Mais est-ce que tu sens qu'ils ont ce besoin de se dire, par exemple, mon père, que je salue, je ne sais toujours pas ce qu'il fait. Il était ingé, qu'il est devenu manager, qu'aujourd'hui il est coach agile. Je suis perdu, tu vois. Mais bon, je sais qu'il y a une migration Salesforce dans son job. Non, mais pour revenir un peu plus sérieusement, courage à lui, on est d'accord. Mais plus sérieusement, ouais, c'est vraiment. Je n'avais aucune idée. Moi, j'ai choisi d'aller à l'étranger. Je suis allé faire mes études au Canada parce que maman, prof d'anglais, m'a proposé ça. J'ai dit, allez, let's go. Perdu, en fait. Par dépit. Est-ce que. Ouais, le concret, l'impact, et mieux encore, avoir des gens, des entrepreneurs qui sont passionnés. Est-ce que tu as vu que ça a trigger quelque chose en eux? Ouais, je pense que tout cet effort qui a été fait dans les 10 ans et ce type d'événement, ça change quelque chose. Ça change quelque chose à toute petite échelle, mais ça peut changer quelque chose sur la vie d'une personne. Aujourd'hui, en fait, quand on demande d'ailleurs aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a 10 ans, moins de 5% des gens pouvaient mentionner je veux être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 50%. Hein. 50% qui veulent être 52%. Donc, on voit qu'il y a eu un rattrapage énorme sur oui, la compréhension que même c'est possible de se lancer, qui est génial. Après, il y a encore trop de biais. Beaucoup des entrepreneurs sont issus de milieux socio-économiques favorisés. Bien beaucoup sûr. Sont des hommes, beaucoup sont à Paris. Donc, il faut continuer à ouvrir. Il faut continuer à montrer que c'est possible pour toutes et tous. D'ailleurs, on le fait avec un programme qui n'est pas nécessairement dédié aux jeunes, mais qui est dédié à toutes et tous, qui s'appelle Tremplin, qui est un programme exceptionnel dans lequel on accompagne 400 startups par an à pouvoir se lancer, des personnes qui sont éloignées du milieu de la tech, qui peut-être à un moment dans leur vie se sont dit c'est pas pour moi, j'ai pas les réseaux, j'ai pas les codes. Bah si, il faut absolument que ça soit pour vous. Pour toutes ces personnes, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Tremplin, avec à la fois un accompagnement mais aussi une bourse pour les premières dépenses, pour lever les barrières et faire en sorte que plus de gens puissent se lancer. Et je pense que c'est ça la responsabilité collective, c'est de montrer que c'est possible et puis ensuite d'accompagner. Mini question. Est-ce que l'Arcom pourrait faire quelque chose auprès des médias pour qu'on parle d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un cours d'entrepreneuriat au lycée? Alors, c'est une très bonne question pour l'Arcom, je les laisserai répondre. Pour le lycée, je pense qu'on a beaucoup d'événements de sensibilisation grâce à notre réseau de capitales et communautés French Tech partout sur le territoire. Je sais que certaines d'entre elles sont extrêmement mobilisées. Je pense à Bordeaux qui fait un certain nombre d'événements. Donc il se passe des choses. Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose à plus grande échelle? Le Premier ministre, maintenant Gabriel Attal, avait annoncé lorsqu'il était ministre de l'Éducation la création d'un stage de seconde pour continuer après la troisième à permettre cette expérience professionnelle. Et un certain nombre d'entreprises technologiques s'étaient ralliées à cette idée pour pouvoir proposer des places en stage. Je pense que c'est un effort aussi dont on avait parlé pendant le pacte parité, s'assurer qu'on prend un peu de temps pour faire découvrir les métiers, pour accompagner les étudiants dans la découverte de ces métiers, c'est très important. Il est 56. On fait quoi? On arrête ou je te pose une dernière question avant ton call? Dernière question. Dernière. Hein. Bon, ok. Dans un monde d'idées. Donc, je te pose cette dernière question. J'essaye de... Je vais faire court, tu vois. Non, et en plus, j'essaye d'en mettre 3 en une. Donc, non, clairement, je vais t'en poser qu'une seule. Dans 10 ans, la French Tech, c'est quoi? Et l'écosystème entrepreneurial que sert la French Tech, c'est quoi? Ça va. Dans 10 ans, la French Tech, je l'espère, toujours plus impactante. Je pense qu'il y a un point commun dans tous les entrepreneurs que je rencontre et les entrepreneuses que je rencontre au quotidien, c'est l'envie de créer quelque chose de très grand. Quelque chose qui a non seulement un impact dans la vie qu'on mène, mais aussi un impact économique, vraiment créer les entreprises de demain qui vont répondre à tous les défis. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de transition écologique, donc elle est toujours plus grande, cette French Tech, mais elle est toujours plus diverse. On a beaucoup parlé parité, jeunes. Je pense que c'est une responsabilité collective. On ne pourra pas se dire
qu'on a complètement réussi si dans 10 ans, le profil de l'entrepreneur, c'est toujours un homme de milieu aisé, Il est là le souvent de plus Paris. gros enjeu. C'est ça le plus gros enjeu, la diversité. Bien sûr, il va falloir qu'on continue à accélérer sur ce sujet et qu'on ait peut-être dans 10 ans le parcours type, une femme de milieu peut-être moins favorisé, peut-être chercheuse, tiens, parce que l'innovation de rupture, c'est quand même très Porté important. par des Et doctorants. allez, on va aller jusque-là, qui aussi implante son entreprise partout en France, à Paris, mais ailleurs, et qui a autant de chances de succès. Et ça, on est 100% mobilisés pour faire en sorte d'y arriver. J'ai tellement hâte qu'on s'en reparle dans 10 ans. Je dis à tous ceux qui nous écoutent, participez à cette diversité et faites en sorte, en fait je vais te poser cette question et tu vas pas y répondre, mais faites en sorte que dans l'entrepreneuriat, une des plus grosses valeurs soit la méritocratie, qui aujourd'hui, à cause du manque de diversité, parfois n'est pas mise à l'honneur. Bon, un grand merci Clara. As-tu pris un petit peu de plaisir quand même? Bien sûr. Allez, je te laisse filer et désolé pour ton prochain call, je m'excuse d'avance. Merci. Bye bye et merde à tous et bon courage, à la semaine prochaine.